Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique sur le phénomène d'induction, qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait vu sur le rail de Laplace. Ici, ça va faire intervenir plus ou moins les mêmes principes, mais avec des éléments supplémentaires. Donc on avait le schéma suivant, on a un repère xy, donc avec le x qui est vers le bas, et donc avec la règle du trièdre, on a le z qui est dirigé comme ça, vers la caméra. On a ici une spire carrée de côté petit a et de masse petit m qui va du coup tomber vers le bas à cause de la pesanteur. Et dans le demi-plan x positif, on a un champ magnétique B. Donc le champ magnétique B commence à partir de x égale 0, donc uniquement ici. Donc jusqu'à arriver à x égale 0, la spire n'est pas traversée par le champ B, et dès qu'elle va commencer à tomber, elle sera traversée par le champ B. Et on va voir que ça va donner le phénomène d'induction. Dans la première partie, on va négliger l'inductance propre L de la spire, et on nous demandait de calculer V de t, donc la vitesse de la spire au cours du temps. Donc ça c'est la première question, et dans la deuxième question, on va au contraire négliger la résistance de la spire, mais ne pas négliger le L, et à ce moment-là on verra qu'on a un raisonnement qui est totalement différent, en tout cas au niveau du résultat. Donc ça on verra ça dans une deuxième vidéo. Alors d'abord, on dit qu'on néglige L, donc on considérera que la résistance de la spire, et on nous demandait de calculer V de t. Alors, la première étape, c'est déjà de trouver le courant induit qui va traverser la spire. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un courant induit? Parce que si on refait le schéma à un instant t positif, on a la spire qui va tomber et qui du coup va se retrouver dans cette configuration-là. Toujours de côté petit a. Donc ici, x et y. Il ne faut pas oublier qu'il y a le champ B qui est comme ça, et donc qui va traverser cette partie-là de la spire. Ça juste la partie x positif. Mais au fur et à mesure, la spire va descendre avec la gravité, et donc le champ magnétique, enfin le flux de champ magnétique phi B qui va traverser la spire va varier au cours du temps, parce qu'à un instant t positif, supérieur à cet instant-là, on va se retrouver avec une spire qui sera descendue jusqu'ici, par exemple, et donc là, on voit que le champ magnétique traversera encore plus d'espace. Donc le phi B, lui, va dépendre du temps. Phi B, le flux du champ magnétique B. Or, ce qu'on a vu dans le domaine d'induction, c'est que le petit e, ça vaut moins d de phi B sur dt, donc si le phi dépend du temps, eh ben, on aura le phénomène d'induction, et ici, comme le phi dépend du temps, on a le phénomène d'induction. Donc, le phénomène d'induction va nous créer une force électromotrice induite qui va créer un courant qui va traverser ici la spire. Alors, ce courant, il faut savoir s'il va dans le sens horaire ou dans le sens trigonométrique. Pour savoir ça, il faut utiliser la loi de modération de Lenz. Et la loi de modération de Lenz qu'on avait vue dans le cours, elle nous dit que les effets de l'induction s'opposent à la cause qui les a produites. Donc d'après la loi de modération de Lenz, les effets de l'induction vont s'opposer à la cause qui les a produites. La cause qui les a produites, ici, c'est la chute de la spire. Donc la cause du phénomène d'induction, c'est la chute de la spire. Et donc les effets de l'induction vont contrer la chute de la spire. Alors, comment est-ce que l'induction va contrer la chute de la spire? En créant une force de Laplace qui va être du coup dirigée vers le haut, puisque la spire descend vers le bas. Donc pour contrer, l'induction, le phénomène d'induction va créer une force de Laplace qui sera dirigée vers le haut. Donc bien sûr qu'il ne va pas s'appliquer ici, qui va s'appliquer sur la spire, mais je la mets sur le côté pour que ce soit plus pratique. Alors, et on va voir que cette force de Laplace dirigée vers le haut va nous permettre de trouver le sens du I. Alors pourquoi? Parce que la force de Laplace, si on donne la définition mathématique avec les calculs, c'est l'intégrale de I dl vectoriel B. Donc avec le dl qui est dans le même sens que le I. Alors là, ici, il y a trois côtés sur lesquels la force peut s'appliquer. Ça va être sur le côté gauche, sur le côté droit et sur le côté du bas. On verra par la suite que les deux forces à gauche et à droite s'annulent, se compensent en fait, et donc la force de Laplace finalement totale sera uniquement la force de Laplace qui s'applique
sur le côté du bas. Donc, si on note ABCD, les côtés du carré, alors on va plutôt l'appeler EFGH afin de ne pas confondre le B avec le champ B. Donc si on appelle EFGH les côtés de la spire, et ben, la force de la place, ce sera l'intégrale uniquement sur GH, puisque on a dit que ça s'appliquait uniquement sur la force sur le côté du bas. Alors j'ai mis de G à H si le I est dans ce sens-là, mais évidemment si le I est dans l'autre sens, il faudra intégrer de H vers G. Ça c'est si du coup le courant va vers la gauche de H vers G. Alors comment savoir? Eh bien on voit que ici, la force de la place c'est IDL vectoriel B, or le DL est dans le même sens que le I, le B on le connaît, c'est le UZ, et donc si avec la règle du trièdre on fait le principe, le I va être le pouce, le B va être l'index, et la force de la place va être le total, c'est-à-dire le majeur. Donc ça c'est le principe à retenir qu'on avait vu aussi dans l'exercice sur le rail de la place, c'est que pour trouver la direction et le sens surtout de la force de la place, eh bien, il faut faire le I en pouce, ensuite le B et la force de la place. Le B on le connaît, c'est Z, donc le B sera comme ça. Ensuite, la force de la place, elle est dirigée vers le haut, donc celle-là on la connaît aussi. Maintenant, le I, il faut savoir, est-ce qu'il est vers la gauche ou vers la droite. Donc le mieux c'est de faire les deux hypothèses et puis on va voir ce que ça donne. Si le I va de la gauche vers la droite, à ce moment-là, le I serait dirigé comme ça. On a le B qui est dirigé vers la caméra, donc c'est-à-dire comme ça, et à ce moment-là, la force de la place serait le majeur, donc dirigé vers le bas. Et là, on voit, en faisant I, L et B, que la force de la place serait dirigée vers le bas, donc c'est pas bon, parce qu'on a dit que la force de la place était dirigée vers le haut. Donc, au contraire, si on fait le I, par contre, vers la gauche, le B qui est dirigé vers la caméra, à ce moment-là, la force de la place est vers le haut. Donc, avec ce petit raisonnement, on voit que le I, on vient de montrer qu'il était finalement dirigé dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens horaire. Hein, donc vers la gauche en bas, mais bien sûr vers le haut en bas. Il est comme ça. Donc voilà pour déjà la première étape qui est de trouver la direction du I. Alors rapidement, je montre pourquoi est-ce que sur les deux autres parties ça s'annule. Et bien parce que si on fait le I du coup ici et ici, donc là, cette longueur-là, on va l'appeler x de t, puisque c'est la distance parcourue par la spire à partir de 0. Et ben, je vais calculer la force de la place qui s'applique à gauche. Donc la force de la place qui s'applique à gauche, c'est l'intégrale de là à là. Donc du coup, on va ici appeler ce point petit G', et ici le point on va l'appeler H'. Donc c'est les points d'intersection. Donc là, la force de la place qui s'applique à gauche, ce serait l'intégrale de G' à G de IDL vectoriel B. Du coup, si je remplace, le DL, on voit que c'est moins DX, enfin DX pardon, selon UX, parce que là, c'est dirigé de G' à G, c'est-à-dire vers le bas, mais le X est positif, enfin l'axe X est vers le bas aussi, donc c'est DX UX. Et vectoriel B qui lui est selon UZ, et donc du coup ça fait B UZ. Le I et le B, je peux les passer devant. UX vectoriel Y, ça fait moins UZ. Donc là je mets un moins, et ici je mets un UZ. Et il reste l'intégrale de DX qui vaut du coup X de T, puisque c'est l'intégrale de G' à G qui vaut X de T. Donc ça me ferait moins IB X de T selon UZ. Donc ça c'est, si je fais la force de la place, ce qui s'applique à droite. Maintenant, si je fais la force de la place sur la gauche, là par contre le courant va de H à H', donc là, si je remplace, ça me ferait de H, finalement, à H'. Là, ce sera exactement pareil, sauf que la place d'avoir un DX UX, j'aurai moins DX UX, parce que là, le DL est vers le haut, donc là j'aurai un moins DX UX, c'est-à-dire un moins que je mets ici, et donc la même expression que précédemment, mais avec un plus. Donc la force de la place qui s'applique à gauche, c'est IB x de t selon UZ. La force de la place à droite, c'est moins IB x de t selon UZ. Et donc la somme des deux vaut bien 0. C'est pour ça que je les ai négligés au départ, parce que les deux se compensent. Donc voilà un petit peu pour la force de la place, et surtout pour trouver le sens du courant à partir de la force de la place. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est de trouver l'équation électrique du schéma.
Donc pour trouver l'équation électrique, il faut déjà calculer la force électromotrice induite, qui se calcule de deux manières. Donc on va voir les deux manières et on va voir qu'évidemment on retombe sur la même formule. Alors la première manière pour calculer le petit e, c'est la formule que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire moins d phi b sur dt. Le phi b, on va le calculer séparément. Phi b, c'est l'intégrale sur la surface de b scalaire ds. Bien sûr, la surface, c'est la surface traversée par le champ magnétique B. Or, la surface qui est ici traversée par le champ magnétique B, c'est le fameux rectangle H'G', Donc, si j'intègre en remplaçant, le B, ça me donne B selon UZ. Le DS, alors ici la surface, je l'oriente dans le même sens que le I, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et quand le I est dans ce sens-là, d'après la loi du tire-bouchon, on voit que c'est selon moins Z. Donc soit on fait avec la règle du tire-bouchon, quand on tourne comme ça, à ce moment-là, le S est dans ce sens-là, et donc il est selon moins UZ. Sinon, on peut aussi faire avec la main droite, on voit que quand je tourne dans ce sens-là, et ben le pouce est vers le bas, enfin vers en tout cas, pas vers la caméra, mais vers l'écran, c'est-à-dire selon moins UZ. Donc là, le DS, lui, il est selon moins UZ. Donc le moins, je le mets devant pour avoir ça. Ensuite, le B, je peux le sortir. UZ scalaire UZ, ça fait 1. Et donc l'intégrale de DS, ça me donne S. Alors maintenant que vaut S, attention, S, c'est la surface H'G', et donc c'est un rectangle qui fait longueur fois largeur. La longueur ici, c'est la longueur du côté, donc c'est petit a. Et la largeur ici, c'est H', c'est-à-dire x de t, donc ça me fait moins BA fois x de t. Donc voilà ce que je trouve pour le phi b. Maintenant, si je fais moins d phi b sur dt, donc moins et moins, ça va faire plus. Le b et le a ne dépendent pas du temps, donc je peux les mettre devant, et donc il me reste dx sur dt. dx sur dt, bah, c'est la dérivée de la position, donc c'est la vitesse, donc dx sur dt, je vais remplacer par v de t directement. Voilà, donc là on voit que c'est quasiment le même calcul que celui qu'on avait fait pour le rail de Laplace. Et donc on trouve E égale BA fois V de t. Je le mets là pour l'instant, sachant qu'on va réutiliser bien sûr cette formule par la suite. Donc ça c'est la première méthode pour trouver le petit e. Maintenant on va voir la deuxième méthode pour calculer le petit e. Et on va voir que, évidemment on retombe sur le même résultat. Le petit e, on sait que c'est l'intégrale de V vectoriel B scalaire dl. Donc V la vitesse, le B c'est le champ magnétique et le dl c'est le petit élément de déplacement. Alors attention, ici bien sûr, je vais le calculer uniquement sur la distance GH, puisqu'on a vu que là et là, de toute façon, ça s'annulait, donc de la même manière, je pourrais aussi montrer que ça s'annule des deux côtés. Donc si je remplace, le V, donc c'est V de t selon UX, puisque là, on est vers le bas, enfin en tout cas la spire tombe vers le bas. Le B, c'est toujours B selon UZ, ça ne change pas. Et enfin, le DL, lui, on voit qu'il est selon moins UY, puisqu'on va de G à H, donc on est selon moins Y, donc ça fait moins DL UY. Donc le moins, pareil, je le mets devant, ce sera plus simple. Ensuite, le V de t et le B, je peux les mettre devant parce qu'ils ne dépendent pas de la variable dl. Ensuite, UX vectoriel UY, ça me donne moins UY. Scalaire UY, donc ça va s'annuler, donc ça va donner moins 1. Donc ce moins 1, c'est le UX vectoriel UZ qui donne moins UY. Scalaire UY, ça donne moins 1. Donc il va s'annuler avec le moins du début. Et il me reste l'intégrale de dl. L'intégrale de dl, ça fait la longueur, et la longueur de GH, c'est petit a. Et donc finalement, les moins se simplifient, et donc ça fait AB fois V de t. Et donc je retrouve bien le petit e que j'ai calculé précédemment. Donc on voit deux formules différentes, mais au final, le même résultat. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé le petit e, on va pouvoir faire l'équation électrique à partir du schéma électrique équivalent correspondant. Le schéma électrique correspondant ici, il est assez simple, puisque dans la spire, il n'y a strictement rien, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de condensateur ou autre. On a juste, par contre, la résistance, évidemment, de la spire qui, elle, existe toujours,
sauf mention particulière, ça par exemple on verra dans la deuxième question, mais il y a forcément l'aspire qui a une résistance, ici on négligeait par contre le L, donc l'inductance propre, donc là on ne considère pas l'inductance propre, mais il ne faut pas oublier évidemment la force électromotrice induite petit e, dans le même sens que le I, comme le I est dans ce sens-là, j'ai mis le E aussi dans ce sens-là, et là j'ai le R. De manière assez évidente, hein, là j'ai le UR qui est dirigé dans ce sens-là, puisque le I est comme ça. Donc j'ai E égale UR c'est égal à RI, donc j'ai petit e égale à RI. Petit e égale RI, et RI ça vaut BA fois V de T. Et donc voilà l'équation électrique que je trouve. Donc ça c'est la première équation qui permet de relier la vitesse avec l'intensité I de t. Alors là j'ai pas mis, hein, bien sûr le I dépend également du temps, parce qu'au début il n'y a pas d'intensité, mais après il va y avoir de l'intensité qui va varier, puisque le phénomène d'induction va créer une variation au niveau de l'intensité qui est créée. Et donc voilà la première équation que j'ai, donc que je vais réécrire ici. J'ai petit e qui est égal à RI, qui est égal à B fois A fois V de t, et bien sûr sous-entendu I de t. Alors le problème c'est qu'ici j'ai deux inconnus qui sont I de t et V de t, mais grâce à la deuxième équation que je vais trouver dans l'équation mécanique, et ben, je vais pouvoir résoudre ce système de deux équations, deux inconnus, et trouver la vitesse. Donc voilà pour sa première vidéo où on a trouvé l'équation électrique. Dans la deuxième vidéo, on trouvera l'équation mécanique et on résoudra le système afin de trouver le V de t. Donc comme on voit, hein, pour l'équation électrique, c'est très ressemblant à ce qu'on a vu sur le rail de Laplace. Pour l'équation mécanique et pour la résolution de l'équation différentielle, c'est là que va se faire la différence avec l'exercice sur le rail de Laplace. Mais en tout cas, pour cette première partie, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le phénomène d'induction. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.